Das Schönste und Tiefste, was der Mensch erleben kann, ist das Gefühl des Geheimnisvollen. Wer dies nicht erlebt hat, erscheint mir, wenn nicht wie ein Toter, so doch wie ein Blinder. Es ist mir genug, diese Geheimnisse staunend zu ahnen und zu versuchen, von der erhabenen Struktur des Seienden in Demut ein mattes Abbild geistig zu erfassen. Je m'appelle Jean-Paul Biberian, j'ai fait des études habituelles au lycée et puis j'ai été passionné par la science, la physique, en général plutôt la physique d'ailleurs que la chimie. Et comme j'étais doué en maths et à l'époque je ne me posais pas trop de questions, j'ai fait les classes préparatoires, je suis entré dans une école d'ingénieur, mais le métier d'ingénieur ne me plaisait pas du tout et je voulais faire de la recherche. J'ai trouvé une place dans un laboratoire ici à Lumini où je suis maintenant encore et je suis tombé dans un laboratoire qui travaillait sur la surface des matériaux, c'est un métier qui me plaisait beaucoup. Et en 1993, j'ai commencé à travailler sur la fusion froide et depuis, je fais que ça pratiquement. Comprendre le monde, le saisir dans sa complexité, voilà l'enjeu de la science. Les scientifiques sont aujourd'hui des explorateurs modernes et dans la grande aventure de la découverte, les chemins ne sont pas toujours tracés. La vie d'un scientifique, en général, toutes les grandes découvertes ont déjà été faites. Donc on n'a plus qu'à faire des applications et tout, et on regrette de ne pas avoir vécu à l'époque de Newton, d'Einstein et d'autres grands savants. Et bon, ben alors on continue quand même, parce qu'il y a des choses qui sont passées, qui sont intéressantes à développer. Mais quand la fusion froide est apparue, c'était quelque chose de complètement nouveau, quelque chose d'impossible à réaliser et qui avait été réalisé. Donc c'est un sujet qui, pour moi qui aime la recherche, c'était vraiment l'occasion unique dans ma vie de faire quelque chose de vraiment nouveau, de vraiment à la pointe. La révolution électrique. Science-fiction ou percée technologique majeure. Peut-être la découverte du siècle. Si l'on en croit le Financial Times d'hier. 2 savants, un Américain et un Britannique, auraient maîtrisé une expérience de fusion nucléaire originale. Une technique nouvelle pour provoquer une fusion thermonucléaire. Au bout du compte, tout cela pourrait conduire à une nouvelle façon de fabriquer de l'énergie. Maîtriser l'énergie du soleil, un vieux rêve de l'homme. Depuis quelques années, plusieurs milliers de chercheurs et d'ingénieurs travaillent dans le monde entier sur cette énergie au nom barbare, la fusion thermonucléaire. Pour cela, Américains, Japonais, Soviétiques, Européens ont construit les machines les plus grandes, les plus complexes et les plus chères jamais conçues par l'homme. Et voilà qu'à l'intérieur de cette simple ampoule en verre, 2 chercheurs annoncent avoir réussi à produire le phénomène de fusion à basse température. Plusieurs centaines de laboratoires vont maintenant reconstituer l'expérience pour tenter de fournir une réponse. En fait, il n'y a pas de différence fondamentale entre ce qui se passe dans le Soleil, dans la fusion thermonucléaire et dans la fusion froide. Le principe est le même. On veut faire fusionner de l'hydrogène. Alors, pour que l'expérience marche, il faut absolument que les noyaux d'hydrogène
se collent l'un contre l'autre. Et pour y arriver, comme ils sont tous les deux positifs, ils ont tendance à se repousser. Donc pour arriver quand même à les faire réagir, il faut les envoyer très fortement l'un contre l'autre, avec une forte énergie. Alors le Soleil, il utilise la température, il y a 100 millions de degrés, et la chaleur, ça correspond à la vitesse des molécules. Donc comme elles vont très très vite, elles arrivent à se tamponner. Dans la fusion thermonucléaire, on veut faire quelque chose de similaire, mais en utilisant un champ magnétique pour confiner, pour garder très très près les atomes pour qu'ils finissent par fusionner à cause de la température très élevée qu'on arrive à infliger. Dans la fusion froide, on utilise une astuce. Au lieu de les faire fusionner par collision très forte, on les met dans un métal qui est le palladium, parce que le palladium est un matériau qui absorbe très très bien l'hydrogène. On le met dans le palladium et on les coince à l'intérieur, entre les atomes de palladium. Imaginons que le palladium, ce soit des oranges sur un étal. Entre les oranges, il y a les petits trous. Et là-dedans, on met l'hydrogène ou le deutérium, en fait. Et quand on en met deux, si on arrivait à en mettre très près les uns contre les autres, on arrivera à les faire fusionner. Et c'est ça l'astuce de la fusion froide. La fusion froide de Pons et Fleischmann avait toute une solution extraordinaire aux préoccupations énergétiques de notre société. C'était la promesse d'une technique simple, respectueuse de l'environnement, accessible au plus grand nombre et capable de produire de l'énergie en quantité quasi illimitée. Mais les enjeux étaient tels que les deux scientifiques précipitèrent l'annonce de la découverte, occultant dans le même temps les faiblesses d'un principe scientifique novateur, mais encore balbutiant. En Union soviétique, aux États-Unis, en Italie, plusieurs équipes de chercheurs ont tenté de renouveler l'expérience. Résultat décevant, la quantité de chaleur dégagée serait dérisoire. Pourtant, dans le monde entier, les expériences continuent. Le point sur les différentes expériences de fusion nucléaire, et il semble bien qu'après avoir beaucoup espéré, il faille maintenant quelque peu déchanter. Une équipe de chercheurs du CNRS mobilisée pendant 6 jours, installée sur le site de la centrale nucléaire de Bugey, rien n'avait été laissé au hasard dans cette tentative française de reproduire l'expérience de fusion à froid menée par les Anglo-Américains Martin Fleischmann et Stanley Pons. Vous voyez ici les scientifiques français portant le matériel expérimental analogue à celui des Américains. Ils le portent un peu comme le Saint-Sacrement. Et ils le placent près de ce détecteur de neutrons. Une formidable machine, vous voyez sa taille, avec son électronique associée. Et là, le verdict est tombé. Pour l'instant, à l'heure actuelle, nous n'avons pas encore une signature propre de neutrons venant de la fusion. Vous l'avez entendu? Pas de neutrons. Reste que dans des laboratoires. L'énorme majorité des gens a raté l'expérience, évidemment, parce que d'une part, elle n'était pas bien documentée. On ne savait pas très bien ce que Pons et Fleischmann avaient fait eux-mêmes. Et d'autre part, même Pons et Fleischmann eux-mêmes ne savaient pas exactement comment il fallait faire pour que ça réussisse à tous les coups. Le problème qu'on a eu, c'est que les gens nous ont dit, si vous faites du nucléaire, vous devriez avoir aussi des particules, vous devriez avoir des neutrons. D'ailleurs, vous devriez être mort avec tous les neutrons que vous auriez dû recevoir. Donc si vous n'avez pas eu les neutrons, c'est que vous savez que ce n'était pas ça. Donc il y a beaucoup de problèmes qui se sont greffés en partant du mécanisme traditionnel. Et les théoriciens des hautes énergies ont dit c'est pas possible. Non, c'est un rêve qu'il faut abandonner. L'énergie, si on en produit par ces mécanismes-là, sont de l'ordre d'un centième de milliardième de watts. C'est comme si vous vouliez vous chauffer avec la lumière des étoiles et encore peut-être avec la lumière d'une étoile. Jugée peu convaincante sur le plan expérimental, 1 mois suffit à enterrer la fusion froide. Dès lors totalement discréditées, ces recherches ne trouvèrent plus aucun soutien auprès des instances scientifiques officielles. Ils ont décidé de la tuer, la fusion froide, dès le début. Ils n'ont pas laissé le temps que ça se développe. Et les seuls qui ont continué, ça a été vraiment comme dans des catacombes. Hein. Je veux dire, c'est vraiment dangereux. Hein. Aux États-Unis, en 92, j'étais aux États-Unis, dans un laboratoire très important, le Lawrence Berkeley Lab, c'est un grand laboratoire américain. J'étais déjà allé en 76 et je suis retourné en 92. Et le professeur avec qui je travaillais, qui m'estimait beaucoup, hein, je lui dis un jour, il me proposait un sujet de recherche intéressant, mais bon, je lui dis, moi je préférais travailler sur la fusion froide. Il me dit, ne fais pas ça, il me dit. Tu vas perdre toute ta crédibilité si tu fais ça. Il dit, oui, mais ça marche. Je lui dis, il y a des gens qui ont eu des résultats, etc. Il me dit, écoute, tu vas perdre toute ta crédibilité. Il dit, mais si tu travailles dans la fusion froide, il me dit, je veux plus que mon nom soit attaché au tien. C'est-à-dire, il ne veut plus rien publier avec moi, parce que je suis devenu un mouton noir dans le domaine. Ça va loin, hein. Les gens ont peur même de me connaître à la limite, hein, presque. Je pestiférais à un moment donné, pour certaines personnes. Hein.
qu'il ne faudrait surtout pas que dans leur CV, il y ait quelque chose qui fasse tâche, quoi. Voilà, donc il ne faut pas. Chacun son caractère. Je crois que c'est important dans la vie quand même de chercher un peu en dehors des sentiers battus. C'est l'histoire du gars qui a perdu sa clé et qui cherche sous le lampadaire parce que c'est l'endroit où il y a la lumière, mais il n'a pas perdu sa clé sous le lampadaire, il l'a perdu ailleurs. Mais il ne voit rien, donc il va chercher sous le lampadaire. Les gens cherchent là alors qu'ils pourraient chercher aussi d'autres choses très intéressantes à côté, mais ils ne peuvent pas y aller parce que c'est un sujet qui est trop risqué, trop risqué. Quand on fait de la recherche scientifique nouvelle, les appareils n'existent pas, donc il faut les fabriquer soi-même. Donc c'est très artisanal. C'est ça qu'il y a là-dessous, cet emballage-là, cet emmaillotage. C'est un système à double paroi où je rentre de l'eau froide d'un côté et je sors de l'eau chaude de l'autre côté. Donc je connais le débit d'eau que j'envoie d'un côté, le débit d'eau qui sort de l'autre côté. Je connais les différences de température et je peux en déduire la quantité de chaleur qui a été fournie par l'appareil. Donc ça, c'est la partie calorimétrique, et la cellule est à l'intérieur ici. Je convertis les calories en joules, et je sais si j'ai plus d'énergie ou moins d'énergie que ce que j'ai mis dedans. Alors je ne vous cacherai pas que la plupart du temps, j'ai autant d'énergie qui rentre que ce qui sort, donc ce qui est normal. Mais de temps en temps, dans des conditions particulières que je ne contrôle pas encore très bien, il y a plus d'énergie produite que d'énergie qui est mise à l'intérieur. Et c'est ce paramètre-là que j'essaie de déterminer pourquoi dans certains cas ça marche, dans d'autres cas ça ne marche pas. Avec le même barreau de palladium, il y a un morceau qui marche et l'autre morceau qui ne marche pas. Pourquoi est-ce que l'un marche et l'autre pas? Parce qu'ils ne sont pas vraiment identiques en fait. Ou alors vous ne l'avez pas manipulé exactement pareil, vous avez peut-être fait rajouter quelque chose que vous ne connaissiez pas et qui a modifié un tout petit peu les paramètres au départ. Donc il faut absolument en science arriver à reproduire complètement, à refaire le même matériau dans les mêmes conditions. Si vous achetez un ordinateur qui marche qu'une fois de temps en temps, c'est pas tellement pratique. Vous avez une voiture qui démarre quand elle veut, c'est pas vraiment pratique non plus. Et en science, c'est la même chose. On doit pouvoir partir de A et arriver à B, et toujours de la même manière. Mais pour aller de A à B, il faut connaître exactement A. Et on ne le connaît pas exactement, c'est ça le problème. On a des paramètres qu'on ne connaît pas, et on ne sait pas lesquels c'est. C'est ça qui nous limite. Les recherches à mener sont vastes et complexes, demandant un temps considérable. Mais ils ne sont actuellement en France qu'une poignée à travailler sur la fusion froide. Depuis 2002, Pierre Clauzon, physicien nucléaire au CEA, et Gérard Lavefet, ingénieur électrochimiste, ont trouvé au CNAM l'opportunité de mener quelques expériences, mais là encore sans financement et sur leur propre temps libre. Vous seriez venu il y a 5 ans, on aurait dit la fusion froide, non, nous on a fait des expériences et ça n'a jamais marché. Bon, là depuis un certain temps, ça marche. La particularité de notre expérience, c'est de fonctionner à 100 degrés, c'est-à-dire au moment de l'ébullition. Donc tout apport de chaleur, comme on est déjà à 100 degrés, va se traduire par une ébullition immédiate. Donc s'il y a 20 grammes d'eau qui ont disparu, il suffit de peser et on a la quantité de chaleur qui s'est dégagée.
Ça y est, c'est parti? On va régler l'intensité au maximum, c'est-à-dire pour l'instant, il n'y a rien. Et on va monter en volts. On voit le début des éclairs. C'est à combien? 200 volts. Je vais monter à 300 volts. On va essayer d'aller à 300 volts. Donc on va faire le point à 2 minutes 30. Top 450,5. Bon, encore 30 secondes et on arrive au bout. Et compte tenu de la vitesse avec laquelle ça s'évapore, il va falloir arrêter parce que nous n'avons pas une alimentation continue. Top. Hop. 677. Alors, donc le delta 5, ça fait 0. 7 au T de 12, 5, 50. Si ce qu'on vient de mesurer est vrai, c'est exceptionnel. On a 33% de chaleur anormale. Il faudra qu'on regarde ça de plus près. Ah oui. Mais bon, on l'a fait sur 2 points. On a fait ça sur 2 points et puis, pour vous montrer. Mais très... on obtient là, on ne l'a pas inventé, on a mesuré les quantités d'eau, on a donc des joules et là, la puissance, en fait, nous dit qu'il n'y avait que 100 000 joules d'introduit et on en mesure 133 000. Donc voilà. Partout dans le monde, d'autres chercheurs annoncent également des expériences concluantes. Ces quelques réussites ne suffisent pourtant pas à interpeller une communauté scientifique qui reste définitivement sourde. Interrogée par ces résultats, Cécile Bonneau, journaliste à Sciences et Vie, décide en 2004 de consacrer un dossier à la fusion froide. Ce qui rend les choses un peu sulfureuses et suspectes sur ces sujets-là, c'est qu'il y a des gens qui apprennent qu'on fait quelque chose sur le sujet, je ne sais comment, et qui nous contactent et nous harcèlent pour nous rencontrer, ce qui est suspect. Il y a par ailleurs des gens qu'on sollicite et qui refusent catégoriquement de nous rencontrer, ce qui est suspect. Et notamment, personne de CEA n'a voulu me répondre sur ces questions. Et ce qui m'a le plus surpris, c'était EDF, parce que je savais qu'il y avait des recherches en cours à EDF à cette époque. Et notamment, il y a quelqu'un d'EDF qui se rendait à chaque conférence sur le sujet, que ce soit à l'étranger ou en France. Et EDF m'a répondu que non, c'était impossible de nous parler de ce sujet, comme si c'était problématique et un peu sulfureux. Il n'y a que EDF qui, à un moment donné, a financé ce genre d'études, mais ils se sont heurtés au scepticisme de leur patron quand le CEA, interrogé par ses patrons, leur ont dit « nous, on n'y croit pas », etc. Donc, ils ont arrêté. D'ailleurs, ils avaient mal au cœur d'arrêter ces études. Et pour eux, il n'y avait aucun problème. Ils avaient observé de la chaleur excessive. Ce sont des gens qui ne font que l'électricité tous les jours. Donc, a priori, leurs mesures devaient être assez fondées, quoi. D'ailleurs, c'est eux qui nous ont prêté cet appareil-là. Le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, centralise depuis 50 ans l'ensemble de l'activité française dans le domaine du nucléaire. En 1989, il est l'instigateur des expériences de fusion froide à la centrale de Bugey, celle qui avait conduit à l'abandon de ses recherches. Mais au sein même de ces institutions, d'autres expériences, plus officieuses, étaient menées dans le même temps. Jacques Curdian et Michel Buxerolles furent à l'époque sollicités pour leur qualité d'experts. Ça ira mieux demain. Nous étions spécialistes de la dosimétrie des neutrons au CEA. Et en 1989, ce qui nous a poussé à suivre la fusion froide, c'est justement parce que nous avions vu des neutrons. Non, c'est un rêve qu'il faut abandonner. L'énergie sont produite par ces mécanismes-là sont de l'ordre d'un centième de milliardième de watts. C'est comme si vous vouliez vous chauffer avec la lumière des étoiles et encore peut-être avec la lumière d'une étoile. Je pense qu'on voulait démontrer vis-à-vis de je ne sais qui que la fusion froide
était un échec et qu'il fallait à tout prix démontrer que cela était un échec. Et on a tout fait, ne serait-ce qu'en utilisant l'instrumentation pour mesurer les neutrons à la centrale de Bugey, que le détecteur n'était pas adapté. Ils espéraient, je pense, le CNRS, voir des neutrons d'une énergie bien connue, 2,45 MeV exactement. Et bon, ils ne l'ont pas vu, c'est normal, parce que je ne pense pas que le détecteur soit suffisamment sensible pour ça. On avait vu à Cadarache des neutrons, nous, mais par un autre système, qui est un système beaucoup plus sensible, qui ne faisait pas la spectrométrie des neutrons. C'est-à-dire la spectrométrie qui ne cherchait pas à connaître l'énergie des neutrons, simplement le nombre de neutrons. Notre drame, c'est qu'on n'a pas pu le renouveler. Voilà. Ce qui fait qu'on n'est pas crédible expérimentalement parlant. Ouais, mais c'est un coup de bol, c'est le hasard et tout. Peut-être, mais ça s'est produit une fois. Et pourquoi ça s'est produit une fois, pas une seconde fois? Ben là, nous, on a des idées pour pouvoir faire une seconde fois, mais on n'a pas les moyens. Cette bonne nouvelle pour l'Europe. Depuis des mois, la France est en concurrence avec le Japon au sujet du site d'implantation d'ITER, le fameux réacteur nucléaire nouvelle génération. C'est donc le site de Cadarache qui devrait l'emporter. C'est un projet énorme qui suscite beaucoup d'espoir. Il s'agit de trouver une nouvelle forme d'énergie nucléaire plus propre. Et c'est la France qui accueillera ce chantier de 10 milliards d'euros à Cadarache, dans les Bouches-du-Rhône. Explication Agnès Monteux, Éric Delagneau. Ce matin, la moitié des représentants de la planète avaient rendez-vous à l'Élysée. Après 10 ans de tractation, l'Europe, la Chine, le Japon, les États-Unis, la Russie ou l'Inde s'associent. Leur ambition, grâce à la création du réacteur expérimental ITER, maîtriser l'énergie du futur devant l'épuisement des ressources fossiles. Nous avons le devoir d'engager les recherches qui prépareront des solutions énergétiques pour nos descendants. Projet scientifique majeur, ITER est l'un des programmes les plus novateurs pour conduire cette formidable mutation. À l'intérieur du réacteur qui sera construit à Cadarache, ITER rassemble des nations du monde entier dans l'une des plus grandes aventures scientifiques de notre temps. Mais c'est aussi un pari osé, incertain. Et les investissements qu'il demande sont tels qu'il ne laisse que peu de place à d'autres voies de recherche. On peut dès lors s'interroger sur la validité scientifique d'un discours prônant des choix d'avenir pour notre société. au moins 30 années de recherche seront nécessaires pour recréer l'énergie du Soleil sur Terre, un défi gigantesque pour assurer la continuité énergétique de notre planète. En science, il faut qu'on prenne des risques. Et pour prendre des risques, il faut nous donner plus de liberté. Et on va dans le sens inverse où on met moins de liberté. C'est-à-dire que de plus en plus, on nous contraint dans des canaux précis et on vous oblige à faire des recherches dans un domaine donné, pas sous la pression parce qu'on n'est pas des esclaves et de toute façon, si on nous forçait, on ne le ferait pas, ça ne servirait à rien, on ne peut pas obliger les gens à réfléchir, hein. Mais en nous donnant de l'argent pour certaines voies et pas pour d'autres. Donc il nous faut plus de liberté. Et je vois la recherche comme ça, un domaine où il y a beaucoup plus de liberté pour les gens. Il faut faire confiance, il faut accepter les échecs. Il faut accepter que les gens ratent les expériences. Quand Galilée et d'autres ont montré que la Terre tournait autour du Soleil et non pas l'inverse, les gens ne l'acceptaient pas, parce que de visu, on voyait bien que c'est le Soleil qui tournait autour de la Terre. Et puis si nous, on tournait autour du Soleil, on tomberait. Enfin bon, il y a toutes sortes d'explications que ce n'était pas possible. Donc c'est très dur à changer le cours de la science. Parce que si elle changeait à chaque fois que quelqu'un a une théorie farfelue, mais elle irait nulle part. Donc c'est difficile de faire accepter une théorie nouvelle, et c'est logique en fait que ce soit difficile en même temps.